Est-ce que vous pouvez nous décrire pour vous ce que représente une success story? Est-ce que c'est plus la gloire, la durabilité d'une entreprise, faire de l'argent? Et est-ce que vous avez atteint un tel niveau à l'heure d'aujourd'hui? Oui, pour moi, c'est les noms que vous donnez, pour moi, ça fait partie des ma vie. Je suis là et je considère qu'être aujourd'hui ici, je peux le considérer pour moi la réussite au niveau de mon travail. Je suis satisfaite des parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc vous êtes, niveau formation, vous êtes arrivé là comment? Vous avez fait c'est à l'expérience ou vous avez fait quelques études dans la J'ai fait des études. Je suis née mexicaine et au Mexique, je fais des études avec une université japonaise. Que j'ai suivi mes études avec des professeurs japonais, la matière première japonaise, des cours japonais. Où ça au Japon? Non, au Mexique. Une université japonaise est venue pour la première fois s'installer au Mexique avec un échange. Ils voulaient développer au Mexique la haute température, parce qu'au Mexique, c'était plutôt la basse température. Donc, ils sont venus s'installer. Et j'étais la 10e génération qu'ils sont formés. C'était une expérience fabuleuse pour moi parce qu'en étant mexicaine, j'ai eu l'accès à une culture et une connaissance que tout le monde connaît, la capacité de la porcelaine japonaise. Donc j'ai eu 2 ans des études très poussées. On avait tout le temps travaillé dans tous les domaines, création, technique de tour, préparation des matériaux. C'était vraiment très complet. On finissait pour pouvoir se lancer seul dans les domaines de la haute température. Et après, comme ça avait devenu ma passion, je continue à faire mes études et je suis venue en France parce que pour moi la France était le pays de la création et pour moi c'était venir ici et continuer mon travail d'artiste parce que je me considère un artisan et à la fin une artiste. Donc je suis venue ici parce que la France a une histoire dans les bas-reliefs très très importante. Et nous, le Mexique, nous aussi. Donc j'ai fait la fusion de ma culture mexicaine avec mes études japonaises et avec la culture française. Je l'ai fusionné ici et m'avoir installé ici en France à faire mes bas-reliefs, pour moi, c'est la réussite. Vous êtes arrivé il y a combien de temps en France? Je suis arrivée il y a déjà quelques années et ici je suis installée depuis 2006. Je peux installer mon atelier depuis 2006. Donc, votre entreprise existe donc ici depuis 2006. D'accord. Alors, au niveau de Success Story dont vous avez parlé, quel niveau vous étiez impliqué? Est-ce que vous avez tout créé vous-même toute seule ou vous avez eu l'aide de quelqu'un qui a pu vous orienter un peu sur votre choix ou vraiment c'est vous qui avez décidé de tout votre parcours jusqu'ici? Je l'ai fait toute seule parce que j'avais commencé à faire un peu les sculptures, que j'aime beaucoup aussi, mais rapidement je me suis tournée vers les bas-reliefs parce que peut-être les Français sont un peu oubliés de regarder les murs. Mais si vous regardez les murs parisiens et parfois aussi en dehors de Paris, il y a beaucoup de bâtiments qui ont des bas-reliefs. Donc moi je cherche à enrichir, à moderniser les bas-reliefs parce que je trouve qu'il y a un public auquel il aime, mais avec un regard plus moderne. Donc moi j'ai investi mes racines mexicaines avec mes connaissances pour les moderniser. Et c'est le résultat que j'obtiens de ce regard que je donne.
je cherche à chaque fois que je fais un nouvel travail, m'investir pour les donner à chaque fois un autre regard, aller un peu plus poussé, plus loin. Donc c'est vrai que c'est pour moi un plaisir. C'est pour ça que je considère que je suis où je suis et que je suis satisfaite de mon travail. Très bien. En plus, mon travail est sorti déjà dans 2 livres des céramistes. Je suis dans un livre des murs et masques céramiques, parce que je fais aussi des masques. Donc, et par rapport à mes bas-reliefs érotiques, parce que je travaille l'érotisme. Donc là aussi, et dans un autre livre des céramiques, et ils sont retenus mon travail. Voilà. Donc, et c'est intéressant parce que Pierre Guidon, c'est un céramiste éditeur aussi, lui il m'a fait le plaisir de venir vers moi. Donc je considère que c'est un homme de l'expérience qu'il a, la reconnaissance qu'il a dans le milieu, et il a eu un regard positif vers mon travail. Ça, évidemment, pour moi, c'est une satisfaction de me trouver dans une édition comme ça. Et ça n'avoir fait rien, parce que répondre à son appel est complètement gratuit. Et je ne fais que présenter mon travail. Donc pour moi, c'est très intéressant. Et aussi être dans la guide des céramistes, que c'est un bon outil dans lequel on voit que ça répond. Et les gens l'utilisent, parfois les gens viennent me voir, on m'envoie des emails. En me disant, je vous ai trouvé dans les guides des céramistes. D'accord, donc ça permet une bonne visibilité pour vous auprès de nouvelles personnes. Oui, et également les journées européennes du métier de l'art. Je participais cette année pour la première fois. Et j'étais très contente de voir que les gens aussi ils ont fait une très bonne réponse. Ça m'a permis un nouvel travail, parce que quand les gens sont venus, je les ai fait un peu participer avec l'argile. Je vois que ça les faisait beaucoup de plaisir. Donc les gens venaient, laissaient son empreinte. Et je les motivais en disant, bon, je vais essayer de faire un travail avec l'empreinte que vous laissez. Et les journées donnent des affiches, des invitations, des affiches que j'ai installées dans mon quartier. Et c'est pareil, autant les touristes que les passants, ou même des voisins au voisinage qui ne connaissaient pas, venaient parce qu'il avait cette visibilité. Et je crois que c'est un bon outil. Moi-même, je suis très contente d'avoir participé à ces journées européennes. D'accord, très bien. Donc, dans tout ce que vous nous expliquez, quel était pour vous l'élément le plus important? C'était une volonté de faire quelque chose qui vous passionne, de repartir de zéro. Je ne sais pas si vous aviez un métier, une autre activité avant à vous lancer dans le métier de l'argile. Qu'est-ce que l'élément, on va dire, déclencheur dans votre histoire c'est avoir rencontré le professeur japonais. D'accord, donc ah oui, ce sont des excellents professeurs. Leur méthode était à l'épreuve pour vraiment aimer la profession. Et moi, j'étais enchantée d'avoir pu avoir la possibilité de faire cette étude dans cette école, qui malheureusement elle est disparue. Il n'a pas suivi, peut-être que c'était trop, peut-être qu'il n'avait pas les conditions nécessaires. Je sais qu'actuellement, il
il ne fonctionne pas comme à l'époque, moi j'avais fait mes études. Donc, mais c'était l'élément déclenchant parce que c'était cette rencontre. C'était ces gens-là en particulier, ces professeurs, c'était des gens qui nous donnaient toute sa connaissance. En plus de tout, c'était en japonais. On travaillait avec traducteurs. Et comme c'était une école d'un accord qui avait fait le Japon avec le Mexique, pour nous les étudiants étaient gratuits. On partait du principe qu'on était qu'on n'avait pas les moyens pour faire ce type d'études. Donc on passait évidemment un examen pour pouvoir être accepté. Et après, bon, il fallait donner tout, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait être à l'auteur de tout ce qu'ils nous donnaient. Déjà, le fait de travailler avec un traducteur, d'avoir un professeur pour chaque discipline, avoir la matière première comme la porcelaine à notre disposition, avoir les fours. Maintenant, avec le temps, je vous assure, quand je vois comme sont des écoles dans d'autres pays, je me dis c'est quelque chose de... Vous avez été privilégié. Oui, ça a été un privilège pour moi. Ça a été très difficile parce qu'avec les professeurs japonais, vous êtes là pour travailler. Donc, vous travaillez 24 heures. Il n'y a pas samedi, dimanche, vacances. Et même ils vous disent, vous voulez apprendre, vous restez travailler toute la nuit. Vous ne partez pas en vacances, vous travaillez. Donc là, c'était travail. Et quand les gens commençaient à hésiter, il disait, il avait un dicton, et je me rappelle, il disait, il faut être comme les bambous, c'est plié, mais pas se casser. Donc c'est pour moi ça, je souhaite que les gens qui, ici en France, ont la possibilité d'approcher les écoles, ont aussi cette richesse, que c'est la rencontre avec des gens, des bons professeurs qui peuvent les donner l'envie de suivre ce chemin. Donc moi j'ai suivi, j'ai toujours été dans les défis de faire mieux, comme nous sommes toujours exigés. Je sais que je ne suis pas encore peut-être à ce point-là, mais bon, je suis en petite entreprise, et donc je fais avec tout mon travail quotidien, avec tout ce que je fais pour chaque fois travailler mieux. D'accord. Donc quelle était, avant que votre histoire ne démarre, quelle était la situation? Est-ce qu'il y avait un marché déjà existant sur le bas-relief? Est-ce qu'il y avait de la concurrence dans le monde? Non, vraiment, je crois qu'en France, à Paris, tel que je vis la guide des céramistes, et je pense que je suis la seule qui fait ça. D'accord. Après, je sais que petit à petit, il y a d'autres gens qui sont commencés, c'est normal. Mais vraiment, je pense que dans cette forme-là, c'est moi la seule personne qui l'ai fait, parce que je l'ai fait en plus en porcelaine. Donc c'est travailler la porcelaine, que vous connaissez les contraintes, les difficultés de travailler la porcelaine, surtout dans des détails fins. C'est quand même chercher les compromis entre la finesse de la pièce et faire les profondeurs et que la cuisson soit réussie, parce que la porcelaine c'est des formes. Donc tout ça c'est un travail pas facile, mais ça fait partie du plaisir de faire la pièce et l'imaginer, penser que quand on va ouvrir le four, la pièce va être là, évidemment. Donc quelles ont été les raisons qui vous ont amené à monter cette entreprise? Vous cherchiez une reconnaissance pour votre travail? Vous cherchiez à en vivre? Ou c'était vraiment de vouloir montrer votre travail à l'extérieur? Bon, on cherche à vivre, être reconnu dans son travail. C'est pour ça que moi je fais des expositions. Je suis en train de préparer ces caissons pour une exposition qui va partir. Et
Donc quand les gens viennent voir moi, les expositions c'est une forme de reconnaissance, mais c'est pas tout, n'est-ce pas? Il faut vendre, et il faut vendre les pièces, parce que j'ai deux façons de travailler. Je travaille à partir d'une idée, par exemple l'érotisme que je travaille, mais je travaille sous commande aussi. Les gens viennent vers moi et ils me font des commandes, des thèmes, parce que ce sont des bas-reliefs qui peuvent être très personnels et que je peux personnaliser. Et je rencontre les gens, ils m'expliquent ce qu'ils veulent. Et donc, à partir de là, avec peut-être des photos ou des éléments qu'ils souhaitent avoir sur la plaque, je travaille. Donc, je travaille sous commande aussi. Et la plaque fait des choses. Et les prix varient évidemment par rapport à la difficulté. Oui. Plus les gens demandent des choses sophistiquées, plus je dois m'impliquer dans un travail de recherche sur les travaux, évidemment, c'est la différence des prix. Mais c'est ça que ça joue pour mon travail. Je peux avoir le temps de faire des thèmes dans l'érotisme ou comme les masques aussi, que vous voyez là. Et je travaille sur les pièces que les gens me commandent. D'accord. Alors, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés par rapport aux résultats que vous avez maintenant, votre atelier, votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu vraiment des points bloquants dans votre démarche? Comment c'est une taille humaine? Ma société, c'est à ma taille et à ma taille humaine. Évidemment que les jours que j'aurai plus de commandes, je penserai à grandir. Évidemment, si j'ai plus de demandes, oui, on cherche à avoir un atelier plus grand où on peut avoir des gens qui travaillent avec moi. Mais par l'instant, la seule difficulté que j'ai eue, c'est avoir l'imagination, me donner à mon travail et m'impliquer en achetant par exemple un nouveau four. Voilà, là on doit faire des efforts pour avoir des matériels de certaines qualités et que la réponse, parce que le four c'est une pièce clé dans un atelier. On peut avoir toute l'imagination, mais si on n'a pas un four qui soit à l'auteur, bon, là on est tout de suite pénalisé. Donc je pense que les efforts que je fais, c'est surtout dans ces domaines-là. Je considère que c'est mon travail à la taille, comme je vous dis, humaine, mon atelier est à ma taille. J'essaie tout le temps de travailler avec cette perspective. Si je m'engage à des expositions, si je m'engage dans des projets des personnes, pendant que je ne peux pas grandir ou que je ne peux pas avoir des commandes plus importantes, je travaille à ma taille. D'accord. Donc vous n'avez pas eu de difficultés particulières à trouver de la matière première, à trouver le four, à trouver... Dans un pays comme la France. Donc là, vous avez tout de suite les contacts, Ah oui, en plus la France, je dirais, la France est un pays, moi, mexicaine, les Français qui font la céramique en France, c'est le paradis. On trouve toutes les matières premières qu'on veut, on trouve tous les fours, on trouve tout. Il faut avoir l'argent pour l'acheter plutôt. Hein, parce que les sociétés produisent une gamme des pâtes céramiques, autant dans la basse température, la haute température, les grès, la porcelaine. On a l'embarras du choix. Au fond, ça c'est le problème, c'est que vous voyez les catalogues. Donc, la plus grande difficulté que vous avez eue, c'est de choisir les matières et les matériels adéquats. Ah oui, parce que là, on se dit, bon, il faut bien choisir, parce qu'on ne peut pas passer son temps non plus à tester tous les porcelaines. On ne peut pas passer son temps non plus à tester tout ce qu'il y a. Il faut à un moment donné choisir et rétrécir le choix, parce que sinon on n'avance pas. Ouais. Donc, vous le savez parfaitement. Donc,
les obstacles, donc on les a vus relatifs à la solution, donc c'était choisir votre pâte, choisir votre matériel, faire face à... Qui aille parfaitement par rapport à mon idée de mon travail. Par rapport à l'imagination, tout ce que vous aviez en tête de créer. Donc à ce moment-là, quel était votre sentiment? C'était plus un sentiment de joie de tout ce qu'il y avait à faire derrière, ou peut-être un peu de doute sur tout ce qu'il pouvait y avoir encore à réaliser pour être là où vous en êtes aujourd'hui? Bon, compte tenu que j'ai une formation de base des A à Z, je fais ma céramique des A à Z toute seule, depuis la création, la pièce jusqu'à la vente. J'ai toujours eu la tentation de produire mes propres pâtes, mes propres émaux. Et là, c'est vrai que c'est le moment qu'on s'est dit, et peut-être quand on vit dans un pays comme le Mexique, c'est bien préparer tout. Mais quand on vit dans un pays comme la France, et qu'il y a cette possibilité de trouver tout, que ça aide beaucoup dans le chemin, à se dire, si j'ai envie de réussir rapidement ma pièce, ben, le mieux c'est aller dans la société, parler avec les gens qui sont là, qui connaissent les fournisseurs, et exprimer ses besoins et lui fournir des choses. Mais j'ai toujours travaillé et un peu dans les deux. J'ai toujours pris des produits déjà faits pour le fournisseur et j'ai toujours fait mes propres expériences avec mes propres émaux parce que je trouve que c'est une grande satisfaction, pas seulement acheter un produit et voilà, s'en servir de lui, parce qu'il faut, tous les céramistes le diront, il faut avoir la satisfaction de savoir que l'émail c'est votre émail, que vous l'avez fait et que quelque part c'est à vous. Donc je pars toujours de ce principe. C'est naturel. En étant céramiste, c'est naturel. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous feriez différemment de la manière dont vous avez fait pour en arriver là? Est-ce que vous changeriez quelque chose est-ce que vous avez un regret, par exemple, être passé à côté de quelque chose au moment de vos études, ou un peu après, ou maintenant? Non, je ne pense pas que je peux parler des regrets. C'est pas vraiment de regrets parce que j'insiste, je suis là, je suis satisfait. Je pense que l'idée serait plutôt me dire, avec l'expérience que j'ai accumulée jusqu'aujourd'hui, parce que certes je me suis installée en 2006, mais j'ai tout le temps travaillé dans la céramique. Derrière moi, j'ai beaucoup d'heures de travail en solitaire. Donc et ça c'est le résultat de m'avoir installé ici. Mais je pense que de toute façon, il faut se projeter sur tout ce que j'ai eu comme expérience, qu'est-ce que je vais faire demain et comment je vais profiter d'avoir arrivé jusqu'ici, de sortir dans des livres, de faire des expositions, d'être dans des guides. Et déjà le fait que vous soyez là, d'avoir la possibilité d'être reconnu, ça fait partie déjà de la satisfaction de penser demain, je vais de tout ça. Et bon, je pense que c'est mon côté mexicain. J'ai une faible pour la France, donc je suis ravie d'être ici, de faire mon travail de céramiste. Alors pourquoi, est-ce que tout ceci aurait pu être réalisé plus tôt? Est-ce que vous aviez eu la possibilité d'arriver plus tôt en France, ou finalement le timing était... Oui, vous savez, on n'est jamais vraiment maître enfin, moi je pense que c'est très difficile d'être maître comme ça et dire oui, j'aurais pu. Non, je pense que j'ai réussi à le faire, c'est bien. Je crois que j'ai encore du temps
Je suis sûre que j'ai encore du temps à continuer mon travail. J'ai des projets. Et je pense que je l'ai fait dans le temps qu'il fallait les faire. Je ne pouvais pas les faire avant, sans doute. Et là, je l'ai fait. Donc je suis contente de l'avoir fait maintenant. Et voir qu'est-ce que je ferai demain. Plus d'expositions, plus de contacts avec des gens, plus de ventes. C'est ça qu'on rêve tous. Donc, quelles sont les conclusions que vous en tirez pour les années futures? Pour les années futures, que les Français ne s'intéressent plus à acheter de l'art. Parce que c'est vrai que ça, les marchés de l'art, c'est pas toujours facile. Que je vais continuer à faire ça que j'aime. Mais certes, il faut qu'il y ait cette motivation pour que les gens continuent à faire qu'ils préfèrent une pièce unique, une œuvre d'art, qu'une pièce en série qui est vendue à 1000 exemplaires ou 2000 exemplaires répétés. Donc ça c'est mon plus grand souhait, c'est que les gens ne s'intéressent plus à l'art et acheter les produits que fait un artisan artiste. Je peux me considérer artiste, mais je me considère aussi comme un artisan. D'accord. Donc qu'est-ce que, maintenant, à la suite de votre expérience, qu'est-ce que vous changerez votre façon de penser ou d'agir pour des difficultés que vous pourriez rencontrer à l'avenir? Attendons que les difficultés soient là, parce que je ne peux pas les imaginer. J'avoue que non, je pense que je suis d'une nature positive. Ouais. Donc, j'essaie toujours, même dans une mauvaise circonstance, de voir le bon côté. Et je me dis, bon, si c'est pas comme ça sera autrement, et chercher à que les choses soient différemment. Donc j'ai du mal à m'imaginer dans un problème dans le sens qu'il ne peut pas être résolu. Le problème arrive, certes, on a tous des difficultés. Mais bon, si on ne fait pas une chose, on cherche à faire une autre qui peut aussi nous apporter la solution à ces moments-là. Surtout quand on est jeune en France. Je me dis, quel bonheur être jeune en France. Je vous assure ça. Très bien. Et jeune, et moi jeune, ça non, mais bon, je suis une personne qui considère qu'être en France, c'est un bonheur. Voilà. Très bien. Écoutez, Madame Banuelos, je vous remercie. On arrive à la fin de cette interview. Donc j'espère que tout continuera aussi bien pour vous, et puis que le projet pourra vous aider à avoir un peu plus de visibilité encore aujourd'hui. Je le souhaite aussi, je vous remercie beaucoup.